Euh, je suis Patrick Mbeko, je suis d'origine congolaise, donc de la RDC. Je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique et ma spécialisation, c'est vraiment la région des Grands Lacs à laquelle j'ai consacré quand même plusieurs ouvrages de référence. Alors, Patrick, commençons par le commencement. Pourquoi il y a un conflit dans cette région? Mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter aux années 90, hein. Le 1er octobre 1990, des rebelles Tutsis qui appartenaient à l'armée ougandaise ont attaqué le Rwanda à partir du nord du pays. Et à partir de ce moment-là, le Rwanda a été déstabilisé, elle a été plongée dans une guerre civile qui va déboucher sur un génocide, comme on le sait, le 6 avril 1994, lorsque l'avion transportant les présidents Juvenal Habyarimana du Rwanda et Cyprien Ntaryamira du Burundi a été abattu alors qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport international de Kigali. Et donc, à la suite de ce génocide-là, près de, près de 2 millions de Hutus rwandais se sont retrouvés à l'est, dans les camps de réfugiés à l'est du Congo, notamment dans la région du Kivu. Et donc, au prétexte de vouloir éloigner la menace sécuritaire qui pesait sur le Rwanda de l'époque, euh, la menace qui pesait sur le Rwanda, menace qui a été incarnée selon Paul Kagame qui venait de prendre le pouvoir. Donc, pour éloigner cette menace-là, Kagame va attaquer le Zaïre, donc l'actuel RDC, et donc ce sera le début de la première guerre du Congo. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, mais Kabila qui est porté au pouvoir par les Rwandais, les Ougandais et même les Américains, parce que je vais revenir sur ces détails-là importants, va refuser d'appliquer les accords conclus avec les Rwandais et le Rwanda et l'Ouganda, toujours avec le parrainage des États-Unis, vont relancer la guerre le 2 août 1998 et ce sera le début d'une longue guerre qui va faire beaucoup de morts et dont les métastases encore s'observent aujourd'hui. Mais pour revenir encore un peu en arrière, ce qu'il faut comprendre aussi de cette guerre-là, c'est qu'en 1990, quand Kagame lance la guerre, il faut comprendre que nous sommes à la fin de la guerre froide. Donc l'Union soviétique va se disloquer quelques temps après, c'est l'effondrement du mur de Berlin. C'est vraiment un changement important sur la scène internationale. Et donc, les États-Unis décident de ne plus laisser l'ancien précaré français à la France, donc le précaré africain de la France à la France, et ils vont décider de mettre la main sur toutes les régions qu'ils vont juger stratégiques à leurs yeux, et la région des Grands Lacs en fait partie. Et ce qu'il faut aussi comprendre de cette guerre que j'ai expliquée très rapidement, c'est que Kagame a été formé par les Américains à Fort Leavenworth. Donc, c'est quelqu'un qui va être formé et qui va se servir de projets américains en Afrique centrale pour avancer ses propres cartes. Kagame est Tutsi et le président qui était au Rwanda à l'époque, le président Juvenal Habyarimana, est Hutu. Donc ça, il faut garder cela à l'esprit parce que ça va permettre de comprendre ce que nous allons expliquer par la suite. Kagame est soutenu par les Américains, les Britanniques et même les Israéliens. Et vous avez de l'autre côté Habyarimana qui est soutenu par le Zaïre de Mobutu et la France. Et d'ailleurs, je dois rappeler que lorsque Kagame a lancé sa première guerre contre le Rwanda en octobre 1990, la France est intervenue avec le Zaïre pour repousser les rebelles Tutsis jusqu'en Ouganda. Kagame était à l'époque membre de l'armée ougandaise. Il était le directeur adjoint du service de renseignement ougandais du président Museveni, qui est arrivé au pouvoir en janvier, je crois, 1986. Donc, vous avez cette configuration-là. Et à partir de là, donc, nous allons assister en Afrique des Grands Lacs à une guerre africaine sur fond de rivalité occidentale. Ça veut dire que vous avez Kagame avec ses parrains américains, britanniques et même israéliens d'un côté, et Habyarimana soutenu par la France de l'autre. Et donc, quand le génocide survient en 1994, à la suite de l'assassinat du président Habyarimana par les hommes de Kagame, parce qu'il est important de le dire, donc le génocide éclate, il y a des massacres de part et d'autre, on massacre des Tutsis, on massacre aussi des Hutus, et à l'époque, il y a une force des Nations Unies sur place qui est incapable d'intervenir. Pourquoi? Parce que les Américains, à ce moment-là, ça c'est un détail qu'on ne donne pas sur la question du Rwanda, c'est que les Américains et Kagame refusent toute intervention extérieure pour mettre fin au génocide. Pourquoi? Parce qu'ils veulent conquérir par la force le pouvoir. Or, la présence de la mission des Nations Unies, donc de la MINUR à l'époque, les empêchait d'atteindre cet objectif-là. Si la MINUR devait intervenir, donc la mission des Nations Unies devait intervenir entre les parties, elle aurait imposé d'une certaine manière une sorte de cessez-le-feu. Or, Kagame voulait s'emparer du pouvoir par la force. Donc, Kagame va faire pression avec les États-Unis pour que la mission des Nations Unies puisse être réduite. Ce qui va arriver quand Madeleine Albright va déclarer
que la mission des Nations Unies n'a pas sa raison d'être. Et une fois que Kagame sera en position de prendre le pouvoir au Rwanda, la mission des Nations Unies va revenir. Et donc, Kagame prend le pouvoir dans le sang, il y a des centaines de milliers de morts. Les Hutus, craignant d'être massacrés massivement par les hommes de Kagame, se retrouvent à l'est de la RDC, donc dans la région du Kivu. Et donc, au prétexte d'éloigner la menace que représentaient ces Hutus, parmi lesquels on trouve aussi des gens qui ont commis des massacres au Rwanda, des membres de l'armée rwandaise et même des milices qui ont commis des massacres contre les Tutsis, donc parmi ces réfugiés-là, les 2 millions de ces gens-là. Donc, au prétexte d'éloigner la menace que ces gens-là représentaient, Kagame attaque le Congo. Et depuis, le Congo est continuellement déstabilisé parce que derrière le prétexte de Kagame, il y avait quand même des velléités hégémoniques. Et les Rwandais l'ont dit eux-mêmes, les hommes de Kagame l'ont dit plusieurs fois, c'est qu'ils ne visent pas seulement à tuer les Hutus, à les massacrer, mais aussi à prendre une partie du Kivu, quitte à contrôler ses richesses et son territoire et déverser une partie de la population rwandaise là-bas. En gros, je viens de te résumer le problème. Donc, il y a eu des accords de cessez-le-feu en 2003, et depuis, le Rwanda a officiellement quitté la RDC en laissant sur place quand même ses supplétifs, et depuis, Kagame instrumentalise les rwandophones qui sont au Congo pour continuellement déstabiliser ce pays au prétexte que les anciens, entre guillemets, génocidaires ou présents au Congo représenteront encore aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, une menace pour la sécurité du Rwanda. Alors, et je peux te résumer. Oui. Deux conflits, justement. Parce que, en t'écoutant, je ne sais pas si tu remets en question la version officielle. Est-ce qu'il y a eu génocide des Tutsis au Rwanda? Non, il y a eu un massacre généralisé des Rwandais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et aujourd'hui... Pourquoi tu refuses le terme génocide des Tutsis? Tout le monde s'accorde là-dessus. Non, parce qu'il y a une politisation du mot génocide. Moi, je ne refuse pas le fait que des Rwandais Tutsis ont été systématiquement massacrés. Je dis là, systématiquement massacrés au Rwanda. Mais le génocide, la définition du génocide selon la Convention de Genève est très claire. C'est le massacre d'une population, c'est l'extermination d'une population pour des raisons ethniques, religieuses ou autres en tout cas. C'est le massacre, c'est l'extermination d'un groupe donné. Or, dans le cas du Rwanda, on a massacré les Tutsis et les Hutus. Et je dois rappeler que parmi les gens qui ont massacré les Tutsis, il y avait des Tutsis. Je rappelle aussi que parmi les milices qu'on présente comme les milices Hutus, les fameux Interahamwe, qui ont massacré massivement des Tutsis, il y avait des Tutsis. Et je rappelle que le fondateur des Interahamwe, c'était un Tutsi. Donc le problème dans le dossier du Rwanda, c'est qu'on a voulu caricaturer ce conflit en le présentant de manière très manichéenne, c'est qu'il ne rend pas justice à la vérité. Et je rappelle aussi que des Hutus ont été massacrés. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'ONU, à la suite de ce massacre-là, a longtemps utilisé l'expression génocide rwandais. L'expression génocide de Tutsis a été imposée par Kagame à partir, je crois, de 2013-2014. Et les Américains ont d'ailleurs contesté ça en 2020, les Américains et les Britanniques, au Conseil de sécurité. Donc, moi, je ne conteste pas, j'essaie simplement de nuancer les propos. Pour moi, s'il y a eu un génocide au Rwanda, c'est un génocide qui a touché toute la population rwandaise, Hutu, Tutsi et toi. Qui est derrière le génocide? Kagame. Pourquoi? Parce que Kagame, je l'ai expliqué. Pourquoi il tue son peuple? Mais parce qu'il y a une chose qu'il faut quand même garder à l'esprit. Kagame est Tutsi, mais Kagame est un Tutsi de l'extérieur. Kagame est un Ougandais. Kagame est allé en exil quand il était petit, après la révolution sociale en 1959. Mais qu'est-ce que tu veux dire par Kagame est un Ougandais? Oui, mais parce qu'il avait la nationalité ougandaise. Quand il est allé aux États-Unis étudier à Fort Leavenworth, c'était en tant qu'officier ougandais. C'est parce qu'ils ont déserté de l'armée ougandaise qu'ils ont décidé de retourner chez eux. C'est un Ougandais d'origine Tutsi rwandaise. C'est important de le dire. Deuxièmement, Kagame, il n'y avait pas d'attache entre les Tutsis de la diaspora et les Tutsis du Rwanda. Parce que les Tutsis de la diaspora auxquels Kagame appartient considéraient les Tutsis de l'intérieur comme des traîtres. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler une chose. Le Rwanda est une monarchie avant la révolution sociale en 1959. À l'époque, les Hutus étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. C'était un peu comme des esclaves, si on veut. Et donc, les Tutsis, la monarchie rwandaise à l'époque était dominée par les Tutsis. Après la révolution sociale en 1959, les Hutus ont renversé la monarchie, ont pris le pouvoir. Ils ont créé la République rwandaise par la suite. Kagame est allé en exil avec les royalistes. Et ils n'ont jamais supporté
la prise de pouvoir par les Hutus. Donc, la plupart des Tutsis de la diaspora considéraient les Hutus comme des sous-hommes et qualifiaient les Tutsis qui étaient restés au Rwanda, dans un pays dirigé par des Hutus, comme des Tutsis, comme des traîtres. Ce qui fait que quand ils sont venus, quand ils ont fait la guerre, ils les ont sacrifiés d'une certaine manière. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des Tutsis qui disent très clairement que Kagame les a sacrifiés. Même les auteurs qui sont pro-rwandais, pro-Kagame, reconnaissent que Kagame n'a jamais fait la guerre pour sauver les Tutsis. Il a fait la guerre pour prendre le pouvoir. Et quand le génocide a commencé, vous pouvez comprendre ça, Philippe, le génocide commence. Ton peuple, soi-disant peuple, est massacré dans les rues de Kigali et ailleurs dans le pays. Au lieu d'intervenir, au lieu de laisser l'ONU intervenir, faire pression pour qu'une intervention, au lieu d'intervenir sur le théâtre des atrocités pour arrêter les massacres, vous faites pression au Conseil de sécurité avec les États-Unis pour qu'il n'y ait pas de témoins. Ils menacent même les Nations Unies de les attaquer s'ils interviennent dans la guerre au Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle la mission des Nations Unies a été retirée du pays. Et même un officier de l'armée de Kagame, Abdul Ruzibiza, a expliqué clairement que les membres de son armée, lui il était dans l'armée de Kagame, certains se sont suicidés parce qu'ils voyaient les membres de leur famille se faire tuer et Kagame avait donné l'ordre de ne pas intervenir, de laisser les Hutus ou même les extrémistes massacrer un grand nombre de Tutsis pour lui avoir maintenant, pour lui permettre à lui de jouer le beau rôle par la suite devant la communauté internationale. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis que le génocide rwandais de la responsabilité de Kagame. Et Boutros Ghali, qui était à l'époque le secrétaire général des Nations Unies, avait dit le génocide rwandais est à 100% de la responsabilité américaine. Or, les Américains soutenaient Kagame. C'est une version qui est loin des versions officielles quand même. Après, oui, mais parce que l'histoire du génocide a été écrite pendant la guerre par Kagame. Et de ce côté-là, j'avoue que Kagame est un bon manipulateur. Il avait maîtrisé la communication de guerre et il a su l'appliquer vraiment avec maestria. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, ils ont écrit l'histoire du génocide pendant la guerre et après la guerre. Donc, après le génocide, et ils l'ont imposé au monde entier avec le concours de certains universitaires complaisants, tout simplement par exemple. Est-ce que Kagame est un bon président? Ben, ça dépend des Rwandais. Moi, je pense que ce n'est pas un bon président dans la mesure où il y a beaucoup de frustration au Rwanda et c'est quelqu'un qui règne au Rwanda dans la terreur. Beaucoup de Rwandais l'apprécient. On a fait des émissions, on a vu des gens dire que Kagame, depuis le Rwanda, et même de la diaspora, beaucoup de gens de la diaspora. Attention. La diaspora, c'est très divisé quand même. Mais, attention. Mais comment voulez-vous qu'un Rwandais qui est au Rwanda puisse vous dire le contraire de ce puisse vous dire quelque chose qui va à l'encontre de la doxa officielle? Je vous rappelle une chose. Un Tutsi rwandais du nom de Kizito Mihigo, survivant, rescapé du génocide, Tutsi, je dis bien, a été tué par les hommes de Kagame parce qu'il a simplement demandé, il a chanté dans une chanson que la réconciliation passe aussi par la reconnaissance des morts Hutus. Il a été tué. Les Rwandais savent dans quel écosystème ils vivent. Le Rwanda est un pays surveillé et quadrillé. Au point qu'une Rwandaise a même, dans un témoignage, dit « Nous vivons tellement dans la suspicion que parfois le mari surveille la femme et la femme surveille son mari. » C'est le genre de pays qu'il faut comprendre parce que les gens arrivent au Rwanda, ne comprennent pas grand-chose. Et il faut dire aussi que les Rwandais, à Kigali, dans les grandes villes du pays, ne peuvent pas dire la vérité sur leur réalité. C'est seulement quand ils quittent le pays qu'ils peuvent parler. Tu ne peux pas parler mal du Rwanda, sinon tu auras des problèmes. Je rappelle que Kagame assassine quand même ses opposants, même à l'étranger. Donc même ceux qui disent, qui critiquent le régime à l'étranger, sont poursuivis et assassinés. À plus forte raison, ceux qui sont sur place. Tu te sembles donc dire que Kagame serait un dictateur. Alors pourquoi il a donc cette image lisse? Pourquoi est-ce qu'il est donc considéré comme un grand leader? Mais parce que Kagame, non, il est considéré comme un grand leader en Afrique subsaharienne francophone, où les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé dans la région des Grands Lacs, et où les gens avaient une fixation anti-française qui était telle qu'ils n'ont pas compris les enjeux que représentait Kagame dans ce grand jeu. Et c'est vrai, il y a une chose qu'il faut dire, il ne faut pas faire de la... Par honnêteté intellectuelle, je dois d'abord dire que si je compare Kagame aux chefs d'État qui se sont succédés en RDC, après Mobutu, je peux dire qu'il y a beaucoup plus de vision chez lui que chez nous. Ça, je peux le dire très clairement. Il y a des choses qui se font au Rwanda qu'on ne peut pas nier. Mais Kagame est un vrai tyran. Mais les gens n'ont pas idée de ce que Kagame a fait au Rwanda. Vous n'avez pas idée de comment cet homme a massacré systématiquement les Rwandais.
Vous savez, au camp de Kibeho, je veux demander à vos web spectateurs de regarder le massacre de Kibeho. Kagame a massacré plus de 8000 personnes dans un stade devant les Nations Unies, les ONG, à l'arme lourde. On a tiré sur eux à l'arme lourde. Des réfugiés à l'intérieur du pays. Les gens n'ont aucune idée de ce qui s'est passé au Rwanda. Ils regardent la propagande d'Hollywood, parce que Kagame étant une fabrication anglo-saxonne, il est normal que les médias en fassent l'apologie. Le média présente un Kagame, grand leader, grand visionnaire. Quand on voit Kagame à Davos, on voit Kagame dans les grandes conférences internationales, en Afrique subsaharienne, où l'on est habitué à voir nos dirigeants ne pas se retrouver dans ce genre d'endroit, on est séduit par ça. Les Africains francophones ne savent pas grand-chose de Kagame. En Afrique de Grand Lac, on en sait quand même quelque chose. Et c'est parce que Kagame avait aussi cette image d'être quelqu'un qui s'oppose à la France que beaucoup d'Africains l'ont embrassé. Moi, je me rappelle de Guillaume Soro qui avait fait, dans son livre, je crois, parle de Kagame en bons termes. Mais personne n'a compris que ce chef de guerre-là était une fabrication anglo-saxonne envoyée, justement, faire un travail pour le camp de ses parents, et il a profité de l'agenda américain dans la région des Grands Lacs pour avancer son propre agenda. Et ce que je dis ici est important à comprendre. Pourquoi? Parce que ça vous permet de comprendre pourquoi la France s'est retrouvée sur la défensive dans l'histoire du Rwanda et puis en RDC. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la suite des événements. Vous n'allez pas comprendre pourquoi la France a été chassée, pourquoi elle a été diabolisée. Pour une fois, j'ai pris la défense de la France, c'était dans le dossier du Rwanda, parce que la France n'était pas impliquée, comme on l'a dit, dans le génocide, c'est faux. La France s'est retrouvée face aux États-Unis, qui a utilisé Kagame, il l'a gagné. Et si tu permets, Philippe, parce que j'avais préparé, pour être fidèle aux citations, écoute ce que disent les responsables américains dans les années 90 pendant la guerre du Rwanda. C'est très important. Je prends l'exemple de Warren Christopher, secrétaire d'État américain. Il déclare en 93, le temps est fini où l'Afrique pouvait être divisée en sphères d'influence, où des puissances extérieures pouvaient considérer des groupes entiers de pays comme leur domaine réservé. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de soutien de tous ses amis et pas du patronage exclusif de quelques-uns. Il faisait allusion à qui? À la France. Un autre, à Dakar, sommet afro-américain à Dakar. Le secrétaire d'État au commerce, Ron Brown, il déclare ceci. Les Américains vont tenir la dragée haute aux partenaires traditionnels de l'Afrique, à commencer par la France. Et d'ajouter, nous ne laisserons plus l'Afrique aux Européens. Un autre, Justin Crooker, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines sous Reagan. Il déclare dans les années 90, la fin de la guerre froide a multiplié les malentendus entre les États-Unis et la France. Il y a une fixation anti-française quasi idéologique dans certains quartiers de l'administration Clinton pour qui la France en Afrique est devenue le problème. En gros, l'Afrique centrale bénéficiait après la guerre froide d'un régime complémentaire de guerre froide en tout cas un nouvel affrontement entre cette fois-ci les États-Unis et la France, avec Kagame dans le rôle de gendarme des intérêts anglo-saxons. Si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas tout ce qui s'est passé par la suite. Et là, je vous ai cité des responsables américains. Mais combien d'Africains en Afrique subsaharienne francophone, surtout en Afrique de l'Ouest, où l'on glorifie beaucoup Kagame, le savent? Pas beaucoup de gens. Oui, en Europe, Kagame... Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même, parce que je voulais te dire, en Occident, il n'est pas détesté non plus, Kagame. Hein? Non. Il est même considéré comme un leader. Oui, mais parce que leader. Son pays est très souvent cité parmi les pays qui... Exactement, mais écoutez, on a réussi à faire croire aux Africains que le Rwanda est un pays prospère, alors que le Rwanda dépend de l'aide étrangère à hauteur de 40%. Comment est-ce qu'on a réussi à enfoncer ça dans la tête des Africains? Et puis les gens acceptent. Simplement parce qu'il y a une forte propagande autour du Rwanda et de son leader. Et Bill Clinton, Madeleine Albright, vous savez comment on appelait Kagame, Museveni et puis le gars de l'Érythrée? Les leaders de la nouvelle génération des chefs d'État africains, promus par les États-Unis. Donc ne pas comprendre ce positionnement stratégique, le rôle qu'ils ont joué pour le camp des intérêts anglo-saxons d'Afrique, emmène les gens à faire des diagnostics totalement erronés sur la question des enjeux dans la région des Grands Lacs, ou même de l'image de Kagame qui a été façonnée par les anglo-saxons. Ok. Et d'ailleurs, pour te dire, parce qu'on a parlé de la France-Afrique il y a la semaine dernière, mais c'est au Congo, dans la guerre du Congo, la première guerre du Congo, où les États-Unis se sont retrouvés face à la France. C'est au Congo que
Verschave va parler de la fin, du début de la fin de la France-Afrique, dans sa version traditionnelle, après la chute de Kisangani. Pourquoi? Parce que la France était intervenue aux côtés de Mobutu pour stopper les Américains, parce que les Français savaient que derrière Kagame, derrière la guerre de Kagame, qui soutenait Laurent Désiré Kabila, il y avait les États-Unis. Et quand la ville de Kisangani tombe, en mars 1997, Verschave, qui a popularisé l'expression face-Afrique, vous connaissez Jean-François Verschave, Oui. pardon, il dit quoi? Il dit, attends, parce que j'avais gardé la citation ici, oui, c'est ça. Il dit ceci, Kisangani sera peut-être au néocolonialisme de la France ce que Dien Bien Phu fut à son colonialisme, le commencement de la fin. Or, comme on le sait, Dien Bien Phu avait sonné la défaite de Dien Bien Phu dans les années 50, à la fin des années 50, avait sonné le début de la fin pour l'Empire colonial français. Donc, si on ne comprend pas ces enjeux-là, comme je le disais tantôt, Philippe, on ne comprendra rien de la suite des événements. On ne comprendra pas ce qui se passe aujourd'hui, on ne comprendra pas pourquoi Kagame est perçu comme un grand leader, alors qu'il s'agit tout simplement d'un nègre de service au service des intérêts qui nous dépassent tous, en fait. Ok. Oui, comme ça, donc effectivement, Kagame serait quelqu'un qui travaille essentiellement pour les États-Unis. Comment est-ce pas travailler, c'est un peu caricatural, mais quand il est arrivé, il jouait ce rôle-là. Ok. Après, il a profité de son positionnement pour ok. avancer son propre agenda. Quel intérêt Kagame aurait à piller la RDC et à tuer des Congolais? Oui, mais aujourd'hui, les gens semblent l'oublier aussi, mais une bonne partie des recettes rwandaises reposent sur le pillage ou l'exploitation illicite de ressources naturelles de la RDC. Il y a des dizaines de rapports des Nations Unies à ce sujet. Je rappelle encore un autre détail pour comprendre. En 1996, quand la guerre du Congo commence, la guerre du Zaïre commence, pilotée par les États-Unis qui utilisent le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et un certain nombre de pays, au niveau de Lubumbashi, pendant la guerre, alors que Laurent Désiré Kabila n'avait même pas encore pris le pouvoir à Kinshasa, des contrats étaient signés par des firmes américaines. Et la plus célèbre d'entre elles, c'est l'AMFI, l'American Mineral Field, qui appartenait comme par hasard à un certain Jean Raymond Boule, qui était l'ami de qui? Du couple Clinton, qui lui soutenait Kagame. Et donc c'était une guerre de prédation. C'était une guerre, on pille les ressources naturelles de la RDC pour le compte d'un capitalisme sauvage, d'une mondialisation sauvage, et en même temps, chacun tire profit de tout ça. L'armée rwandaise avait créé une structure en son sein qui s'appelait le Congo Desk, qui s'occupait du pillage de ressources naturelles du Congo. Donc le bureau Congo, ça s'occupait de pillage et de l'exploitation illicite de ressources naturelles de la RDC. Et donc Kagame se fait de l'argent avec ça et permet à des firmes multinationales aussi de se retrouver, d'utiliser le Rwanda comme poste avancé pour avoir accès au coltan, à l'or, à tous ces... Mais la RDC, c'est quand même un pays aussi qui a longtemps fricoté avec les Américains, on le sait, avec Mobutu et autres. Oui, comment se fait-il que... Jamais Mobutu n'a laissé les ressources naturelles de la RDC aux Occidentaux, parce qu'à l'époque de Mobutu, nous sommes en pleine guerre froide. Ce qui intéresse les Occidentaux, c'est que le Zaïre ne tombe pas dans l'escarcelle de l'Union soviétique, vu son importance stratégique et son positionnement. Mais après la fin de la guerre froide, les Américains n'ont plus besoin de Mobutu. C'est pour ça qu'ils ont utilisé les Rwandais, Kabila et tout ça pour le chasser. Ils voulaient mettre la main sur le Congo, faire de toute cette région-là une zone d'influence américaine. Et c'est même depuis ces événements-là, depuis la France avait été sur la défensive, on comprend le positionnement de la France dans d'autres régions. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le positionnement américain à l'époque de la guerre froide et après la guerre froide n'était plus le même, ce positionnement-là. Oui, mais attends, Patrick, j'ai l'impression que toi, tu aimes bien défendre des positions... non, je ne défends pas. Mobutu serait un bon président maintenant. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, ok. Moi, je te dis simplement que tu m'as parlé, tu dis mais les Américains étaient là. Moi, je t'explique le pourquoi de leur positionnement, sans faire un jugement sur la nature de président qui était là. Okay. Et Mobutu, son bilan global est négatif. Même si à ses débuts, il avait travaillé pour le développement du pays, mais son bilan final, je dirais comme ça, est quand même négatif. On ne peut pas défendre ça. Mais je veux qu'on fasse une émission sur Mobutu parce que beaucoup de Congolais le regrettent aujourd'hui. Oui, justement parce qu'à l'époque de Mobutu, on ne pillait pas les ressources naturelles du Congo. Mobutu avait réussi à préserver ça. Et même quand il était proche des Américains,
ils savaient de temps en temps se montrer quand même parfois assez caustique à leur égard. Et la preuve en est qu'en 1973, Mobutu avait chassé l'ambassadeur des États-Unis du Zaïre. Donc quand on analyse des personnages comme Mobutu, Kadhafi, des grands dirigeants, il faut faire très attention, il ne faut pas avoir une vision simpliste de leur relation à l'Occident, même de la manière dont ils ont géré le pays. Comme je l'ai dit la dernière fois, les gens ont tendance à penser que la gestion du pouvoir est quelque chose de très simple. Non, elle est très complexe. Revenons à notre sujet aujourd'hui sur le Rwanda et la RDC. On est aujourd'hui effectivement à une période cruciale parce que pour la première fois, j'ai entendu, moi, un président congolais affronter de manière frontale, si je peux dire ça comme ça, son homologue rwandais par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo. Pourquoi avant, alors qu'on a eu Kabila, on a eu Kabila père, Kabila fils, il n'y a jamais eu cette volonté de s'attaquer à ce problème frontalement comme le fait aujourd'hui Tshisekedi? Non, celui qui s'est attaqué à Kagame frontalement, c'était Laurent Désiré Kabila et c'est la raison pour laquelle on l'a assassiné. Quand Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir le 17 mai 1997 avec le soutien du Rwanda, des États-Unis et de l'Ouganda. Mais quand il a décidé, parce que les Rwandais, quand ils sont arrivés, les hommes de Kagame, quand ils sont arrivés en RDC, ils se sont comportés comme si c'était un terrain conquis. Et moi, je peux te dire, parce que j'ai été témoin de moi, j'habitais dans un quartier résidentiel, j'ai vu comment les troupes rwandaises arrachaient des voitures aux gens. Comme ça, ils descendaient dans la rue, toi tu t'arrêtes, on aime ta voiture, on te l'arrache, on envoie ça à Kigali. Donc il y a eu une grogne populaire qui a fait que Kabila, à un moment donné, se sentant lui-même en danger, a décidé de demander aux Rwandais de rentrer chez eux. Les Rwandais n'étant pas contents, ils ont décidé de faire la guerre avec le soutien des États-Unis parce qu'en même temps, Kabila avait décidé de remettre en question tous les contrats que les Ougandais, les Rwandais, les compagnies, les firmes américaines s'étaient arrogées à l'est du Congo. Et c'était le début de la Deuxième Guerre. Et c'est parce que Kabila a tenu tête ouvertement à Kagame et à Museveni qu'il a été assassiné. Et maintenant, sous Joseph Kabila, c'était... Il l'a assassiné. Mais l'assassinat, c'était un gros complot dans lequel les Rwandais et puis les Américains étaient impliqués. Parce que mais est-ce que c'est pas toujours une position infantilisante, toi qui aimes bien responsabiliser les Africains? Un pays comme la RDC n'a pas les moyens de se défendre? Quand tu fais face à une coalition hétéroclite composée des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Rwanda, du Burundi et d'un certain nombre de l'Ouganda, c'est pas évident quand tu es la RDC, surtout quand elle était signée aux 80, après une guerre déjà qui avait déstabilisé complètement le pays 2 ans auparavant. Je rappelle que la deuxième guerre du Congo a commencé 1 an et demi après la fin de la première guerre, qui, elle, a fait plus de 400 000 morts, parce que pendant cette guerre-là, on avait massacré systématiquement les Hutus rwandais, les civils qui étaient à l'est du Congo, les réfugiés par les hommes de Kagame. On avait aussi totalement déstabilisé le pays. Et le pays ne s'appartenait même plus, puisque je t'ai dit que c'était les Rwandais qui faisaient la loi là-bas. Et c'est la raison, c'est ce qui explique aussi le ressentiment des Congolais, parce que parmi les Rwandais, justement, qui faisaient la loi, il y avait des gens qui ont vécu au Congo, des Tutsis qui ont vécu au Congo, comme réfugiés, qui sont devenus zaïrois et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés au service du Rwanda. Et c'est ce qui explique aussi la position des Congolais aujourd'hui par rapport à ces Tutsis-là, ces rwandophones-là, aujourd'hui, dans le cas du 1-23.